Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce petit temps de silence parce que notre atelier table ronde est retransmis en direct par la Wikiradio de l'UEB. Donc merci beaucoup à l'Université européenne de Bretagne de mettre à notre disposition leurs services technologiques de pointe, haute performance. Il va en être question sur cette table ronde consacrée à la mutualisation, un impératif vital à l'ère du numérique. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi la table ronde précédente, juste un petit problème technique. Sur le micro, il faut l'orienter, celui-ci vers le mur, pas vers les enceintes. Sinon, ça l'arsène. L'atelier précédent, qui portait sur la gouvernance, le pilotage, les stratégies numériques, a abordé cette question de la mutualisation. Donc, on est vraiment dans la continuité. Moi, je suis Cyril Duchamp, je suis journaliste à l'agence de presse AEF. Je vais laisser la parole tout de suite à nos intervenants. L'idée étant, je le répète à chaque fois, c'est important, c'est de vous donner la parole. Vous êtes tous experts ici. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous avez des témoignages à apporter. N'hésitez pas. On va faire un premier tour de table assez rapide et vous pourrez prendre la parole à n'importe quel moment. Moi, je suis là avec le micro, donc je me balade dans la salle et je vous donne la parole. Autour de cette table, petite table, Claude Ronceret, directeur de l'AMU, Patrick Donat, du GIP Rénataire, directeur du GIP Rénataire. Je regarde mes notes pour pas oublier surtout pour Patrice Roturier qui a un joli titre aussi. Et Éric Chérel qui est DSI de l'Université Paris-Descartes, Patrice Roturier, donc vice-président numérique du Presse Université européenne de Bretagne. Et d'autres choses. Et enfin, Carlos Moreno, last but not least, qui est, alors où est-ce que j'ai mis votre titre exact? Vous êtes professeur des universités à Évry, si je ne m'abuse, et conseiller conseiller scientifique du PDG d'INEO. C'est bien ça? C'est bien ça, superbe. Claude Ronceret, on va commencer par vous. Un mot sur l'AMU et peut-être sur cette problématique de la mutualisation. Vous, en tant qu'organisme de mutualisation au niveau, on va dire, plutôt logiciel, de services, de formation, etc. Donnez-nous un petit point sur votre action, peut-être dans un contexte aussi budgétaire des universités, qui est un contexte contraint. Donc, quel est aujourd'hui vos axes de travail, vos grandes orientations? Allez-y. Il y a donc maintenant pas loin de 2 ans, donc après l'épisode de la mise en place très rapide donc de la LRU et des RCE, la CPU, la Caisse des dépôts et l'AMU ont essayé de poser la question à quoi sert la mutualisation. Et ils vous ont posé cette question et nous avons à partir de là donc bâti un nouveau plan stratégique. La réponse que vous nous avez apportée quand on vous a posé la question, c'est la mutualisation est une condition nécessaire et elle est nécessaire à la modernisation, à la rénovation des établissements, mais elle est aussi et peut-être surtout nécessaire pour prendre en charge l'innovation dans le domaine bien sûr de la gestion, c'est peut-être le domaine traditionnel de l'agence, mais aussi bien sûr pour tout ce qui concerne l'accompagnement donc de la révolution numérique pour la pédagogie et il y a la même chose pour la recherche. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la situation où on adresse à l'agence de mutualisation des universités qui existe donc depuis 20 ans, non seulement toujours une attente en matière d'informatique, c'est devenu non plus les logiciels mais les systèmes d'information. On attend de nous que nous ayons une offre qui soit complète, mais qui soit surtout intégrée, urbanisée, et donc souple, capable donc de se plier à des organisations et des contextes quand même très différents d'un établissement à l'autre, et qui soit aussi modulaire, puisqu'elle doit pouvoir laisser chaque établissement libre finalement des choix finaux. Ces systèmes d'information, c'est un premier axe donc, de mutualisation, mais c'est loin d'être aujourd'hui peut-être le seul ou celui qui est le plus attendu. Celui qui est le plus attendu, c'est en fait, il nous semble, la question donc, de la recherche des bonnes pratiques, de la recherche de l'innovation, de l'accompagnement, de la conduite du changement, et puis peut-être aussi de la simplification. De la convergence entre établissements de façon à ce que certaines questions puissent aujourd'hui se poser de manière plus simple qu'elles ne se posent spontanément. Et puis il y a un troisième axe, je m'arrêterai là Oui, allez-y. après. Le troisième, peut-être aujourd'hui pour moi, c'est le plus critique, pour moi qui ai en tout cas travaillé dans un établissement, c'est celui des personnels. Depuis donc très très longtemps, les universités font un effort
trop limité, très limité de développement des compétences de leur personnel. Et aujourd'hui, donc, on est souvent dans la situation où on demande au personnel enseignant, personnel administratif, technique, d'appui, on leur demande donc des tâches, des choses, des questions pour lesquelles ils n'ont aucunement été préparés. Et donc aujourd'hui, il nous semble qu'un des axes de mutualisation très importants, c'est celui de la formation des personnels et de faire en sorte que ce moment de la formation ne soit pas à l'intérieur de l'établissement, mais bien l'occasion d'échanger avec des collègues qui ont un vécu un peu différent, éventuellement d'ailleurs pas forcément au sein d'une université. Et on sent que tout se tient finalement, que ce soit les bonnes pratiques, la formation, toute cette mutualisation fait un ensemble. Il faut arriver à faire tenir de manière cohérente. Juste, je vais passer la parole à Patrick Donat, parce que vous n'êtes pas les seuls à fêter vos 20 ans à l'AMU. Renater également fête ses 20 ans. Et puis finalement, je ne veux pas résumer les choses aussi brutalement, mais l'AMU est sur la mutualisation au niveau système d'information, au niveau logiciel. Renater, c'est de la mutualisation au niveau infrastructure. Est-ce que c'est ça ? Oui, je crois qu'on peut dire effectivement que Renater, c'est les infrastructures, la mutualisation des infrastructures. Et comme vous dites, on y est depuis 20 ans, hein, c'est-à-dire avant tout, on fournit les tuyaux. Alors, qui dit tuyau, effectivement, on va dire mutualisation par nature même de la chose. Hein. Mais là encore, hein, nous avons un certain nombre de défis, hein, parce que, bon, tout d'abord, il y a les projets de recherche, ce qui sont très fortement consommateurs. Hein, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et puis de nouveaux usages qui arrivent au niveau soit de l'éducation, de l'enseignement avec les nouvelles technologies d'enseignement, ou également tout ce qui arrive avec ce qu'on peut globalement appeler le cloud, c'est-à-dire la mutualisation du calcul, la mutualisation du stockage, etc., qui quelque part effectivement devient un nouvel usage des tuyaux. Hein. Imaginez-vous effectivement que le réseau national, par exemple, le réseau national Renater serve effectivement à faire la sauvegarde de tous vos PC et de tous les PC de l'éducation et de la recherche toutes les nuits. Vous imaginez effectivement les dimensions des tuyaux qu'il faudrait avoir. Et je pense qu'on ira à un moment donné vers ce genre de pratique. L'autre dimension, peut-être aussi, c'est notre dimension, j'allais dire internationale. Nous sommes très très imbriqués avec nos collègues européens, dans la mesure déjà où on pilote le réseau pan-européen ensemble, mais également avec les réseaux des autres pays et des autres continents. Et aujourd'hui, on parle de mutualisation des circuits, des tuyaux qui sont à travers les océans. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, à travers les océans, il y a beaucoup de tuyaux et qu'il y a une grande marge de manœuvre, effectivement, au niveau de la mutualisation à ce niveau-là. Bon, globalement, ce que je peux dire aussi, c'est que nous avons une certaine chance. Hein, nous avons une certaine chance avec la technologie, dans la mesure où les équipements réseau, qu'ils soient optiques ou équipements de télécom, nous permettent de suivre aujourd'hui les débits et les coûts de ces équipements, malgré tout, sont malgré tout à la baisse, même à progression de capacité. Hein, et au niveau européen, au niveau Renater, c'est pareil. On a à peu près multiplié la capacité des réseaux par 4 en 5 ans à budget constant. Hein, donc on est relativement optimiste pour les années à venir. Parce que d'une part, au niveau des équipements, je pense que les équipements suivent toujours la loi de Moore. Hein, et puis au niveau des réseaux, on suit la loi de Metcalfe qui amplifie en fait la loi de Moore. Donc, les réseaux n'ont, à mon avis, pas encore été un frein ces 20 dernières années pour la recherche ou pour les usages. Et j'ai de bonnes raisons de penser que ce ne sera pas le cas pour les 10 années à venir. Là, on a une parole optimiste. Ça fait plaisir. C'est pas ou réaliste, ou purement réaliste. Je ne suis pas optimiste, bien sûr, sur les aspects financiers, parce que c'est de plus en plus difficile, bien sûr, aussi au niveau du communauté européenne, hein, qui finance. Bon, je suis désolé, hein, je parle un petit peu de l'Europe. On va revenir de toute façon sur les aspects internationaux. Bon. Allez-y, dites-nous en un mot. Donc, ce réseau pan-européen est financé à 50% par la communauté européenne. Le budget de tout ce qui est, vous l'avez peut-être vu,
l'horizon 2020 a été réduit de façon considérable. Il y a eu une demande pour ces aspects-là de 2,2 milliards qui sont passés à 1,2 milliard. Donc on a de gros sujets devant nous, de mutualisation qui vont au-delà de la mutualisation de domaines recherche, éducation. C'est la mutualisation des infrastructures pour des besoins gouvernementaux beaucoup plus globaux. Étape qu'on a commencé à franchir en France. Je pourrais y répondre, donner quelques détails là-dessus également. On va revenir là-dessus. On comprend tout de suite que la mutualisation est véritablement un impératif par rapport à ce que vous venez de dire. Éric Chérel, dans la perception au niveau du terrain, dans votre université, cette mutualisation des infrastructures qu'évoque Patrick Donat, est-ce qu'elle suffit? Est-ce qu'elle est suffisante pour développer une mutualisation plus large au niveau de l'établissement? Une mutualisation au niveau des services peut-être? En fait, dans une université comme la mienne, mais aussi comme les vôtres, la mutualisation, elle se fait à tous les niveaux. Ça se fait au niveau des couches basses de l'infrastructure, donc où Renater effectivement est l'acteur majeur, on va dire. Ça se fait également au niveau des logiciels, et en particulier tout ce qui est applicatif de gestion, et qui constitue finalement le squelette de tout ce qui fait fonctionner l'université. Et donc là, c'est principalement l'AMU, l'acteur dominant. On a également du développement logiciel qu'on fait avec d'autres partenaires, alors universités directement, ou des consortiums qui se montent, comme par exemple avec mon collègue de l'Université de Bretagne, on a actuellement des travaux sur un logiciel qui s'appelle Amétis, qui sert en fait à gérer les doctorants. Donc c'est des projets qui à terme, pourquoi pas, ont vocation à être développés au niveau national, pourquoi pas avec l'AMU par exemple. On a des niveaux plus politiques. Nous sommes par exemple membres fondateurs du PRES Sorbonne Paris-Cité, qui regroupe 8 établissements, et où là on peut avoir des projets au niveau du PRES qui peuvent porter ou sur de l'applicatif, ou sur, pourquoi pas, des aménagements des locaux, des aménagements de formation commune, donc des mutualisations à énormément de niveaux. Et puis finalement, on a, toujours en remontant dans les couches, on a des partages de bonnes pratiques, des partages d'expériences qui sont essentiels en fait pour nous les universités. Ça se fait finalement quotidiennement. On va toujours, via un certain nombre d'associations, aller chercher chez les collègues ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. On a également l'UNR, qui est un vecteur effectivement à la fois de partage d'applications et de partage d'expériences absolument essentiel. Donc là, on a une échelle régionale. Donc c'est toutes ces couches en fait qui se superposent. Et j'ai envie de dire, ça va jusqu'au niveau de la veille, et en particulier sur par exemple les pratiques pédagogiques émergentes, où on ne peut pas forcément tout couvrir, donc c'est intéressant de travailler avec d'autres universités qui auraient expérimenté sur telle ou telle pratique. Par exemple, nous par exemple on expérimente sur le BYOD, sigle barbare, qui signifie Bring Your Own Device, qui est l'utilisation de smartphones par exemple par les étudiants en cours, pour qu'un professeur puisse poser des questions en temps réel à un amphi et avoir des retours en direct dans le cours, où il va y avoir un certain nombre d'expérimentations avec la captation vidéo, enfin un certain nombre de choses qui transforment un petit peu la pédagogie dans l'université. Pour moi, c'est des choses qui ont un vrai sens à être mutualisées avec des partenaires et à partager au niveau national. Et finalement, je voudrais conclure quand même sur la mutualisation. Oui, allez-y. Je crois que la mutualisation est vraiment finalement un peu l'ADN de ce que vous dites. Ça mutualise à tout va là. À tous les niveaux. Il y a vraiment tous les niveaux. Et on n'est pas capable, aucune université n'est capable, même une université de taille importante comme Paris Descartes, n'est capable de tout faire tout seul. C'est juste impossible. Donc on a besoin de mutualiser. Et je dirais une grande chance qu'ont les universités, et dont elles sont peut-être même pas encore complètement consciente, c'est qu'on est vraiment dans une culture de la coopération. Moi, je viens à la base du monde du privé, donc ça m'a beaucoup frappé. Oui, vous avez un éclairage différent, vous avez un regard... Ouais. En fait, dans le monde du privé, des entreprises qui sont dans le même domaine métier, par définition, ils sont adversaires. Ils essayent de s'écraser mutuellement. Et je trouve que dans le domaine université, même s'il peut y avoir de la compétition pour récupérer tel ou tel... les meilleurs étudiants, etc. On est quand même dans une vraie logique de coopération. On est dans le service public. Et même à la limite, quand il y a des établissements qui sont en froid politiquement au niveau des présidents, la coopération au niveau des directions des systèmes d'information
elle reste toujours excellente, je pense. Un établissement qui a un vrai problème, une vraie crise, l'établissement voisin ira toujours lui donner un coup de main, même si sur le moment ça peut être difficile. Et ça, je pense que c'est essentiel. Je vois Claude Ronceret qui acquiesce avec plaisir à ces propos. On reviendra certainement là-dessus. Peut-être vous voulez dire un mot tout de suite? Juste, on va passer la parole à Patrice Roturier. Alors, on va juste laisser passer peut-être un peu les annonces. Désolé pour les auditeurs de la Wikiradio. Commence au village attractivité des campus maintenant. Voilà. Patrice Roturier, on vient de voir les principes de la mutualisation. Éric Chérel montre en quoi ça irrigue à peu près tout au niveau de l'université, dans toutes les dimensions, qu'elles soient locales, au niveau des regroupements universitaires, au niveau quand elles s'adossent à des UNR, etc. Vous, au niveau de l'UEB, concrètement, comment ça se passe, cette mutualisation? Et peut-être en particulier sur les moyens humains qui sont mobilisés, comment se fait la mutualisation du point de vue des ressources humaines? Peut-être cet aspect qui n'a pas encore été abordé. Et ensuite, on passera la parole à la salle, si les gens ont des questions. Oui, alors, ce qui est Pardon, Carlos Moreno, avant, excusez-moi. Je vais effectivement essayer d'aborder des questions que j'ai pas abordées dans la table ronde précédente. Et donc, sur effectivement les ressources humaines, c'est un élément important. L'Université européenne de Bretagne est un PRES, donc le PRES Bretagne qui regroupe les 28 établissements d'enseignement supérieur bretons. Et donc, nous avons déjà, mais ça fait, j'irais, une dizaine d'années, même peut-être un peu plus, parce que Thierry Bédouin, en fait, qui est là pour Paris, chacun n'oublie pas qu'il était rennais avant et que une partie du projet dont je parle aujourd'hui, on était dès l'origine ensemble. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une dizaine d'années, on a déjà imaginé des recrutements de personnel de manière mutualisée. Alors, je vais prendre deux exemples pour que ça soit extrêmement simple, c'est-à-dire sur le volet DSI, système d'information, on a envisagé que toutes les actions du PRES étaient l'équivalent d'un temps plein attribué à chaque établissement, à chaque université. Donc, dès le départ, 4 équivalents temps plein ingénieurs étaient dédiés aux activités du PRES. Alors bien sûr, ils étaient affectés. Alors c'est des équivalents temps plein parce que vous voyez bien sur le système d'information, en fonction de la nature du projet, les métiers et les compétences ne sont pas les mêmes. Donc à charge au DSI responsable de l'établissement de distribuer, je dirais, cet équivalent temps plein en fonction des projets. Et puis sur l'autre volet, le volet TIS, parce que nous on tient beaucoup à l'interaction entre les deux en permanence, on a recruté 4 ingénieurs d'études, ingénieurs pédagogiques. Et là, par contre, c'est des individus, je dirais c'est des femmes toutes, il se trouve que les 4 sont des dames, sont affectés dans les établissements. Et là, c'est vraiment les personnes qui travaillent en accompagnement des enseignants. Alors c'est très très important parce que en termes de mutualisation, si vous voulez que l'action mutualisée ait du sens, eh bien sur le terrain, vous avez quelqu'un qui fait un travail direct sur les formations, dans les composantes, pour dire voilà, je vais vous accompagner pour faire tel et tel projet. Et on part des fois d'une formation type master et on invente autour tout ce qui permet de mettre en relation, enfin tout ce qui permet de dynamiser cette formation. Et bien entendu, c'est une expérience qui va pouvoir être reproduite, puisque je dirais il y a un reporting permanent des 4 ingénieurs. Et voilà, ce travail a été évidemment assez efficace. Aujourd'hui, le PRES, ça représente l'équivalent, j'avais fait le calcul hier, de 12-13 équivalents temps plein qui sont mutualisés sur l'ensemble des établissements. Voilà, donc ça c'est effectivement une dimension très importante. Alors juste une petite remarque, parce que tout à l'heure quelqu'un dans la table ronde précédente avait bien dit qu'il y avait un risque dans la mutualisation, c'est qu'on avait tendance à inventer de nouvelles structures, mais à garder les précédentes. Alors effectivement c'est très français ça comme logique. Alors juste pour dire qu'en Bretagne, un des facteurs de la réussite, parce que je pense qu'on y est arrivé, ça a été de très vigilant vis-à-vis de ces éléments-là. Et donc dès qu'on a créé, ce qu'on est passé par, on avait inventé l'UNR avant les UNR. On avait ce qui s'appelait l'université, le campus numérique de Bretagne. Bon, dès que l'UNR est arrivé, on a fait bien attention à faire disparaître le campus numérique de Bretagne et dire maintenant le campus numérique de Bretagne, c'est l'UNR.
Et puis, quand on a inventé le press et l'UEB Campus, on a inclus l'UNR dans l'UEB Campus. Vous voyez, c'est qu'il y a une absorption comme les poupées russes. À chaque fois, on a été extrêmement vigilants. Comme ça, pour notre principal partenaire, évidemment, qui est un des facteurs de la mutualisation, on y reviendra, qui est la région, eh bien, il n'y avait qu'une seule tête et qu'un seul correspondant, ce qui était absolument essentiel. Merci. Carlos Moreno, encore désolé, vraiment, cet oubli. Chez INEO, comment concevez-vous, comment percevez-vous la mutualisation par rapport, évidemment, au paysage universitaire? Concrètement, quels sont les projets sur lesquels vous êtes? Merci. Tout d'abord, je suis ravi d'être donc à cette nouvelle édition de RUCH. Je pense ne pas avoir manqué aucune de 6 éditions, donc en tant qu'intervenant. Et effectivement, c'est un moment fort puisque RUCH, c'est rencontre université-entreprise. Donc je pense que c'est un moment important du dialogue entre les universitaires que nous sommes. Donc effectivement, je suis professeur universitaire à l'inverse d'Éric, donc je suis milieu universitaire scientifique. J'ai toujours de mission de service public. Et je suis conseiller scientifique, effectivement, du PDG des Cofeli INEO, qui fait partie du groupe GDF Suez, et qui est très, très investi dans le monde universitaire. Moi, je vais transmettre donc aux 3 points qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que, quoi qu'il arrive, et encore plus en période de vaches maigres, hein, on est sous les signes du pacte compétitivité-emploi, dans une période de crise forte, avec des budgets très restreints. On connaît les annonces donc, de notre ministre depuis quelques temps sur les budgets très tendus au côté université. Moi, je pense que nous sommes dans une période, ce qui était déjà vrai avant, il est encore plus aujourd'hui, où il est indispensable d'avoir une démarche, on va dire, d'écosystème, dans lequel aussi bien le monde universitaire que le monde des entreprises peut travailler ensemble au profit de besoins et des usages nécessaires à satisfaire par rapport au monde universitaire. Comme je fais partie de ceux qui aujourd'hui, au sein d'un grand groupe, collaborent très étroitement par rapport au monde universitaire, en respectant l'ADN des universités, en respectant sa mission de service public qui est essentielle, en respectant sa mission non seulement de transmettre un savoir, mais également d'avoir une notion de formation, mais également une démarche citoyenne, puisque on est en train de créer le futur économique aussi, mais également le futur tout court au travers de la culture. Donc la mutualisation me paraît donc essentielle. Je l'ai pratiquée déjà quand j'étais à l'université d'Orsay et ensuite à Évry, quand on a monté le campus d'Évry. Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies d'information, la mise en place des réseaux, les succès en France de Renater, tout ce qu'on a autour de le stockage, le coût aujourd'hui, on parlait de l'amour, donc le coût de stockage aujourd'hui, c'est 1 centime par rapport, il n'y a même pas 4-5 ans où ça coûtait 10 fois plus, donc par rapport aux gigaoctets. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche de mutualisation, elle est moins un problème technologique qu'un problème de mettre en commun des volontés politiques et des organisations de fonctionnement autour des besoins et des usages qu'on va mettre en place. Je pense qu'on a déjà dépassé cette époque où on pouvait passer par là. Je pense que le comité universitaire, par définition, collabore beaucoup et que les privés n'est pas vu comme quelque chose d'étranger avec qui on a du mal à travailler. Je pense qu'on crée aujourd'hui des ponts et des passerelles qui fonctionnent bien à partir du moment où les ADN des uns et des autres sont respectés au profit de l'intérêt général. Donc je pense que cette notion de mutualisation au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui les clouds, au travers la mise en commun des services, autour des portails des services dans lesquels on peut faire converger aussi bien le besoin en termes de formation qu'en termes de suivi administratif, qu'en termes de vie étudiante, parce qu'un campus, c'est un ensemble. Il y a l'enseignement, mais il y a également la vie étudiante, il y a l'administration, c'est les 3 composantes. On peut aujourd'hui créer des projets dans lesquels on puisse tout le monde se retrouver dans cette démarche gagnant-gagnant. Donc notre contribution aujourd'hui, je suis venu il y a 1 an, donc à cette même table ronde, on a fait de l'équivalent, et donc nous avons parlé. Également, il y avait l'Université de Bretagne. On avait parlé mutualisation et j'ai été très fier de parler des lancements des programmes donc Unif Cloud, dont Thierry Bédouin qui est là, René toujours de cœur, mais qui est aujourd'hui à Paris 1, est un des promoteurs avec Bernard Etchecher qui est là, et l'ensemble de l'UNR. Et donc je pense que le projet Unif Cloud, financé par l'État dans le cadre des investissements d'avenir, du CGI, est un très bon exemple d'un ADN qui est respecté mutuellement, où les universitaires ont le dessus sur les projets, où c'est vraiment eux qui tirent par rapport aux besoins. Ce qu'il faut est structuré comme démarche. Et nous, en tant qu'industriels, on est là pour apporter donc, une certaine réactivité à un instant T par rapport à des contraintes financières, technologiques, des captations à un instant T, des certaines convergences des moyens, mettre en place quelques moyens complémentaires que peut-être par la souplesse que nous avons du privé peut venir aider. Et je pense que le fait qu'on arrive dans les délais, dans le temps, à mettre en place un démonstrateur qui, de manière imminente, va se mettre en fonctionnement, montre
que nous pouvons effectivement, avec l'UNR, qui est un organisme de mutualisation universitaire, je ne sais plus combien il y en a, 18 peut-être, Thierry, universités. Il y a 36 établissements, plus voilà, avec un CROUS qui représente la vie étudiante. Je pense que ça représente très bien cette manière comme on peut créer une dynamique commune et dans laquelle les privés, en fait, nous, j'ai le bonheur d'être dès le début du projet, est au service des intérêts publics. Et finalement, le modèle économique, je suis persuadé qu'on arrive toujours à trouver le bon modèle économique, même en période de contrainte, à partir du moment où on est capable de travailler dans la durée. Et la difficulté qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'était de travailler dans la durée, parce que c'est plus compliqué et que parfois, ce sont les modèles économiques qui vont avant les usages. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'inverser la vapeur. Ce n'est pas donné à tout le monde, au niveau des privés, dépasser les usages avant les modèles économiques, mais je fais partie d'un groupe qui a pris cette décision stratégique, et c'est pour ça que nous avons investi 75% du montant du travaux à notre charge, afin que ces projets Unifcloud voient le jour et qu'ils soient pas la solution, mais qu'elle soit une contribution à la communauté universitaire pour que derrière puissent émerger des plateformes et mutualisation. Parce que pour moi, la mutualisation derrière, une fois qu'on a travaillé sur les usages des services, le portail des services, c'est la notion des plateformes, de la communalité, l'agrégation, l'ouverture, donc le côté non propriétaire, la standardisation et l'ouverture à la multitude. Donc on parlait tout à l'heure des BIOD, etc., pour que ça s'enrichisse à fur et à mesure. Je pense que la mutualisation doit être un instrument de la communauté universitaire pour les usages universitaires, et c'est un instrument de formation, mais également des créations. Je pense qu'il y a énormément d'applications qui peuvent être canalisées au travers des plateformes de mutualisation. Je pense qu'il s'est fait en Bretagne est exemplaire, parce que vous êtes vraiment inspiré de comment le numérique est au service des usages, et pas le contraire. Il ne faut pas que le numérique soit une contrainte, soit une barrière, soit une obligation. Il faut que le numérique suive la tendance qui est forte, usage et service, un peu comme les anglo-saxons ont su faire, avec des résultats qui montrent qu'effectivement on peut créer de la valeur tous ensemble. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir d'ores et déjà? Une question? Oui, une question. Allez-y, monsieur. Oui, merci. Simon Thierry d'Adoc Métis. J'ai une première question concernant l'intérêt de la mutualisation. Il apporte évidemment une capacité à créer des projets de plus grande envergure que ce que chaque établissement pourrait faire dans son coin. Par contre, la critique qu'on voit souvent, et j'aimerais avoir votre réponse là-dessus, c'est le manque de réactivité. Au fur et à mesure qu'il y a mutualisation, les structures s'éloignent. À l'époque où j'avais travaillé avec des DSI universitaires, ils me disaient l'AMU, on aime beaucoup leur travail, mais quand on fait une critique sur un logiciel, une demande d'évolution, il y a un temps important parce que la structure est éloignée, etc. J'imagine que pour les formations, ça va être pareil. Que des formations qui sont mises en place dans une structure éloignée de l'établissement, si l'établissement a une demande spécifique par rapport à son contexte ou par rapport à l'évolution, il va y avoir un temps important de mise à jour et d'adaptation aux demandes. Donc qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Comment est-ce que dans des mutualisations peut-être à plus bas niveau, par exemple au niveau de l'Université européenne de Bretagne, vous avez réussi à vous en sortir? Comment est-ce que vous gérez ces aspects-là? Merci, alors ça c'est une vraie bonne question. Claude Ronceret, une réponse. Je donnerai la parole aussi à Patrick Donat sur l'aspect de rapport aux utilisateurs, peut-être sur les services que Renater propose. On résume souvent Renater à l'aspect purement infrastructure, mais enfin derrière il y a aussi tous ces services. Peut-être que vous auriez un mot sur le rapport à l'utilisateur final. Claude Ronceret, peut-être Patrice Roturier, vous avez été interpellé sur cet aspect-là. Claude Ronceret d'abord, allez-y. Alors peut-être donc on a tous constaté que la mutualisation fait partie des gènes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça fait aussi partie des gènes d'ailleurs de beaucoup d'organisations et d'entreprises privées. Donc je pense que ça c'est un point acquis. Donc on peut maintenant passer aux difficultés. Alors quelles sont les difficultés? La première c'est qu'est-ce qu'on mutualise et avec quel périmètre on mutualise? Est-ce qu'il suffit qu'un usager quelque part fasse une demande pour que immédiatement elle puisse avoir une réponse collective mutualisée? La réponse est généralement non. Nous avons maintenant 20 ans d'expérience. Ça fait depuis 20 ans qu'on essaie de partir d'un exemple d'un établissement et qu'on essaie ensuite de le partager. C'est très très rare qu'on puisse faire ça. Parce que très souvent, quand un établissement déploie pour lui-même en fait une solution, il cherche simplement à conserver ce qu'il voulait faire ou à mettre en œuvre sans beaucoup de distance son intention immédiate. Dès qu'on mutualise, qu'est-ce qu'on fait? On met autour de la table des experts, et des experts qui évidemment sont critiques, qui apportent de la connaissance, qui apportent des expériences différentes. Et le résultat d'une action en mutualisée est en général
significativement différente du résultat d'une action qui ne l'est pas. Et donc c'est toute la difficulté en termes de conception et aussi de rendement, hein, évidemment, puisque on rentre dans un processus qui est beaucoup plus complexe que celui de répondre immédiatement à une demande individuelle. Du même coup, il y a une deuxième question qui est liée, c'est celle du coût. C'est-à-dire quand bien même on a déterminé qu'on voulait faire les choses, on ne les fait qu'à l'intérieur, évidemment, d'un périmètre et d'un coût qui doit pouvoir être supporté. Donc il faut démontrer le bénéfice de l'action mutualisée. Si jamais le coût de la mutualisation est trop élevé, il ne faut pas mutualiser. On a souvent cette question-là quand on fait un logiciel, par exemple, puisqu'on a très souvent la tentation de développer ce qu'on appelle un spécifique, d'avoir un outil ou de multiplier les points de paramétrage, de permettre finalement à tous les établissements de faire comme ils veulent. Une mutualisation qui n'aboutit pas à une démarche de convergence des pratiques est une mutualisation qui évidemment est en péril économique. Donc les coûts sont très très rapidement inflationnistes, très élevés, et les bénéfices du même coût de la mutualisation deviennent faibles. Mais quand bien même on a réussi à contrôler les coûts, il reste un troisième point qui peut-être aujourd'hui le plus criant, c'est celui du financement de la mutualisation. Il ne suffit pas que les coûts soient faibles, encore faut-il qu'ils soient finançables. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est que très souvent, dans le domaine du numérique, dans le domaine des systèmes d'information, mais aussi dans le domaine du patrimoine immobilier, on est dans des domaines fonction support, identifiés comme tels dans nos universités, qui sont en quelque sorte des variables d'ajustement. Quand il faut équilibrer le budget, eh bien sur quoi on peut jouer? À court terme, à moyen terme, on ne peut pas jouer sur les personnels. On ne peut pas jouer facilement sur tout ce qui touche directement à la pédagogie ou à la recherche, donc on va jouer là-dessus. Le résultat, c'est que les budgets de fonctionnement, qui sont souvent des budgets dont une grosse partie est mutualisée, donc c'est des budgets de partage finalement de financement, sont les premiers budgets qui sont impactés en période de difficulté. Et donc même s'il n'y a pas de crise de mutualisation aujourd'hui, même si on arrive à modérer les coûts, il y a une vraie difficulté permanente de financement de la mutualisation, et le message que nous avons à quelques-uns essayé d'adresser ces derniers temps au pouvoir public, et notamment depuis la LRU, c'est qu'il est très nécessaire que les pouvoirs publics, que la personne responsable de la mission de service public continue à afficher très clairement une intention du point de vue de la mutualisation, y compris en participant directement à un financement ou un cofinancement de l'action mutualisée. Les bénéfices en sont évidents, ils sont économiquement démontrables, mais si jamais il n'y a pas de ce financement mutualisé, donc ce financement public de la mutualisation, on se retrouve très souvent à des constats d'impossibilité de financement. Et là, évidemment, c'est catastrophique parce que l'insatisfaction des usagers, l'insatisfaction des établissements est très grande. La frustration aussi. Merci. Patrick Donat, peut-être un mot. Est-ce que vous partagez cette problématique qui est dressée, cette analyse de Claude Ronceret? Est-ce que c'est valable au niveau des infrastructures et du GIP Renater? Oui, peut-être avant ça, je vais essayer effectivement de rebondir sur votre première question en disant qu'effectivement, on est parti des tuyaux, mais aujourd'hui les tuyaux sont environnés. Il y a beaucoup d'applications qui sont bien au-delà. Bon, bien sûr, effectivement, toutes les applications réseau du type VPN et autres, mais aussi maintenant des applications du type visioconférence, qui est un vrai challenge aujourd'hui de mutualisation, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos efforts, ou d'autres applications comme des fédérations d'identité ou ce genre de choses. Mais je crois que pour réussir, et un petit peu la question à laquelle vous avez posée, pour réussir cette mutualisation, il y a deux choses. Un, c'est effectivement être à l'écoute des usagers, créer des comités des usagers, ce qui est un petit peu l'ADN de Renater, c'est ce qu'on a toujours fait. Et ensuite, effectivement, avoir une démarche industrielle, c'est-à-dire faire du versionning et se tenir effectivement à une roadmap, etc., en intégrant les différents besoins qui peuvent être partagés. Et puis ajouter ensuite peut-être encore du paramétrage au niveau local. Je crois que c'est vraiment par là qu'on peut réussir. Bon, peut-être que j'ajouterais encore autre chose au niveau de la mutualisation, quelque chose qu'on a tendance à oublier et qui est tout à fait vrai pour Renater. Il y a une très forte mutualisation entre le monde de la recherche et le monde de l'éducation. Aujourd'hui, il y aurait un réseau recherche et puis il y aurait des réseaux éducation, peut-être dans le privé, au niveau des opérateurs à privé. Je pense qu'on aurait vraiment tout perdu parce que aujourd'hui, le réseau ou les moyens sont
sont dimensionnés pour les très grands programmes de recherche. Un très grand programme de recherche. Aujourd'hui, le plus emblématique pour nous, c'est le projet du CERN, le boson de Higgs, par exemple, qui nous préoccupe beaucoup. Mais ça nous fait des tuyaux qui ont des capacités importantes dont tout le monde de l'éducation profite. C'est-à-dire surtout le monde non temps réel. Je parle du monde d'échange de mails, d'échange de données, etc., qui n'a rien à voir avec les capacités effectivement en pointe dont ont besoin les services de recherche. Je pense qu'aujourd'hui, sauf très grande urgence, si un mail arrive avec 10 minutes de retard, j'ai fait le calcul, si on est à un réseau d'1 giga, vu du réseau, c'est un retard de 1000 ans. Donc je veux dire que c'est quelque chose qui passe effectivement à travers les capacités que nous avons, et je dirais que l'ensemble du monde de l'éducation en profite. Bon, après, effectivement, au niveau financement, comme je l'ai dit, on bénéficie d'un certain nombre de progrès des technologies. Les financements sont de plus en plus compliqués. Ils sont compliqués aussi pour tout ce qui est infrastructure, parce que l'infrastructure, généralement, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui fonctionne et ce qui va de soi. Donc on a effectivement en permanence besoin de convaincre, d'expliquer nos besoins, nos évolutions. Voilà, si d'autres questions. Merci beaucoup. Une réaction d'Éric Chérel. On va faire très vite parce qu'en fait j'apprends que Benoît Hamon est sur le stand de la MUCPU et vous attend. Donc on va faire un petit tour, on se laisse 3 minutes, et puis si ça vous va, on peut continuer ensemble, on pourra parler peut-être d'Amétis par exemple, si ça vous va. Un mot d'Éric Chérel déjà ? Oui. Claude, vous voulez y aller ? Allez-y. Éric Chérel, allez-y. Oui, c'était simplement sur finalement réfléchir à des modèles alternatifs de mutualisation. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que si on essaye de base de mutualiser un très grand nombre d'universités, ça va être extrêmement compliqué, parce qu'on a un très grand nombre d'acteurs qui doivent se mettre d'accord sur une solution. À mon sens, ce qui marche mieux, c'est peut-être avoir un noyau dur pour faire un projet déjà fonctionnel qui soit sur quelques universités, et qu'on étende ensuite à quelque chose de plus large. Et la deuxième partie de ma remarque, c'est penser peut-être aussi dans ces temps de réduction budgétaire, les capacités humaines, comme vous avez dit, on n'y touche pas. Je ne sais plus qui le mentionnait tout à l'heure, pas en priorité en tout cas. Donc on garde quand même des capacités de développement interne, et on peut les utiliser pour faire des travaux en se mettant dans une logique d'open source, de partage des sources. Et ça permet d'avancer quand on n'a plus les moyens d'utiliser d'acheter des solutions extérieures, par exemple. D'accord, merci. Patrice Roturier ? Oui, juste un petit élément pour répondre aussi précisément à la question. Je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que la notion de mutualisation, elle n'est pas radicale. C'est-à-dire que typiquement dans la logique du presse en Bretagne, dès qu'une application ou une brique applicative, à un moment donné, on décide qu'elle concerne plusieurs établissements, on ne l'impose pas aux autres. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on constate que cette brique intéresse, je dirais, N établissements. Donc voilà, on la développe en mutualisé. Alors je vais prendre un exemple extrêmement simple. C'est typiquement Pestage, qui est une application qui a été à un moment initiée dans une université qui en avait un besoin immédiat. Parce que, je dirais, le travail sur l'insertion professionnelle avait été, puis il y avait un véritable intérêt, une mobilisation. Donc Pestage a été développé dans une université. Ensuite, au niveau du presse, on s'est dit tiens, ça c'est assez génial comme idée. Qui c'est qui en veut de ça? Alors donc du coup on a raisonné à l'échelle du presse, et aujourd'hui Pestage a été repris après par la MU, qui en a fait comme on l'a dit tout à l'heure, un objet encore différent. Mais voilà, c'est la démarche de toute initiative. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre une initiative d'établissement ou personnel et des systèmes mutualisés. Il faut juste laisser suffisamment de liberté au départ pour que émerge l'initiative, et après, je dirais au contraire, s'appuyer sur l'initiative pour mutualiser. Éric Chérel, un mot. Qui souhaite réagir ?
Juste un mot peut-être en Vas-y, attendant. vas-y. C'est que si on commence à une seule université, il y aura un travail important sur le fond du système, alors que si on commence à 2 ou 3 universités, là, de base, on est dans un système mutualisé. Et techniquement, ça va être très différent. Donc c'est plus difficile d'étendre quelque chose qui a été fait pour une seule université que quelque chose qui a été fait de base pour 2 universités. En fait. Je voulais juste rajouter un mot Oui, allez-y, Carlos Moreno. par rapport à nos expériences au Lift Cloud en particulier et celle de l'ami en tant que professeur enseignant. Mutualisation ne veut pas dire centralisation à outrance. Voilà, il ne faut pas confondre, parce que quand on centralise à outrance, d'ailleurs on ne mutualise plus à un certain moment et on étoffe donc la capacité et créativité, l'initiative dont on parlait tout à l'heure. Donc moi j'ai toujours préconisé dans tous les instances UGCG ce qu'on appelle la granularité de la mutualisation. Donc je reprends ce que tu disais il y a un instant, la mutualisation est une certaine granularité à partir de laquelle elle est efficace et elle marche. Il y a un certain moment dans lequel, s'il s'impose trop, elle écrase. Donc, il faut trouver les bons niveaux de la granularité en fonction du contexte. C'est pour ça que certaines initiatives, je ne dis pas que ça soit une règle, je dis que des initiatives dans lesquelles on associe un certain nombre d'établissements et qui ensemble mettent en moyen des services et des usages pour concevoir et derrière la solution techno, il y en a aujourd'hui, c'est pas un frein. Voilà. Mais j'insiste là-dessus, la granularité de la mutualisation. Après, on a des exemples plus poussés. Parce que là, sur l'UEV, vous travaillez depuis, je pense qu'on ne va pas rappeler les temps que tu as passé, Thierry, là-dessus, mais ces contextes-là permettent d'arriver sur une puissance de frappe qui permet de miser, je vais le dire un peu de manière extrême, sur le tout numérique en quelque sorte, mais ce n'est pas les tuyaux numériques que vous mettez en place, je dirais, c'est surtout les services que vous concevez pour que le numérique suive au service de la population que vous adressez. Mais vous avez ciblé un niveau, une granularité de mutualisation qui vous est propice et qui n'écrase pas, et en plus vous appuyez sur une initiative privée, etc., qui permet que ceci soit réalisable, pour ne pas être d'une part dans les rêves, ce qu'on n'arrive jamais à faire, parce que vous avez tellement d'argent qu'on ne les a pas, ou alors dans la centralisation, et à ce moment-là, c'est un catalogue dans lequel on doit cocher, et il n'y en a pas forcément toujours la disponibilité. Merci. Une question? Alors bonjour, Manuel Bédouet, je m'occupe de la Wiki Radio. J'avais une question. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la baisse des coûts, notamment sur le matériel. Est-ce que quelque part la mutualisation, elle se situe pas aussi beaucoup dans un coût qui peut pas baisser, enfin qui n'a pas baissé en tout cas, qui est celui des personnels, à savoir des mutualisations sur tout ce qui est personnel, formation, là où le matériel, lui, coûte de moins en moins cher? Les coûts cachés un peu aussi. Claude Ronceret ? Oui, je veux bien répondre sur cette question parce que je pense qu'avant les coûts, il y a la question qui a déjà été un petit peu abordée tout à l'heure par mon collègue Eric, de l'expertise, de la disponibilité de l'expertise. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, quand on veut lancer un nouveau projet, la question de la disponibilité d'expertise est la première qui se pose. Parfois, il y a une tentation, c'est d'essayer d'aller chercher cette expertise chez des prestataires extérieurs, chez nos amis, notamment des grandes sociétés informatiques ou de conseils en système d'information. Mais on sait qu'eux-mêmes, parfois, n'ont pas cette expertise parce qu'ils ont une mauvaise connaissance du monde universitaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, je pense que très souvent, à l'origine de la démarche de mutualisation, il y a d'abord la question de l'identification des personnes ressources capable de mener un projet, et c'est ça qui va être en fait le facteur déclenchant ou qui va aussi expliquer qu'un projet qui pourtant est nécessaire n'arrive pas à émerger, n'arrive pas à déclencher parce que cette expertise n'existe pas. D'où une question qui a été un peu abordée tout à l'heure, notamment par Patrick Donat, qui est celle de l'ouverture européenne et internationale. Pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les universités françaises sont en train d'essayer de rattraper un dispositif pour aller vers une sorte de standard européen et international. Quand on a des contacts avec nos collègues européens et internationaux, on voit que très souvent, ils ont affronté une question que nous nous posons aujourd'hui, il y a déjà 5 ans, 10 ans, ou parfois même plus. Et ces échanges sont très très riches. Et si on arrive à les transformer en transfert d'expertise, si on arrive à leur contact à accumuler une expertise qui s'est développée ailleurs et qu'on arrive à la rendre disponible en France, on gagne évidemment énormément de temps et d'énergie. Encore faut-il bien sûr la partager, et ça suppose qu'on arrive à convaincre une partie de plus en plus importante de nos établissements et de nos collègues à agir de la même manière, c'est-à-dire à s'ouvrir à l'Europe et à l'international. On voit qu'aujourd'hui, malheureusement, quand il y a un séminaire européen ou international, même à Paris, il est très fréquent que le nombre de représentants des universités françaises soit faible
Et encore, quand je dis faible, parfois j'exagère encore. Malheureusement, c'est une constante, hein. Ça fait quand même pas mal d'années que ça dure, hein. Patrick Donat? Non, simplement, j'essaie de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Et au moins un domaine, effectivement, où on peut mutualiser les ressources humaines, c'est quand on a des services à rendre, des services temps réel, ou même des services autour de logiciels ou de systèmes, c'est le domaine de la maintenance, de la hotline, etc., que les universités ne peuvent même pas, je pense, se payer individuellement. Et en regroupant ces services-là, on a un véritable gain, effectivement, au niveau des ressources humaines. Merci. J'ai une question, à moins que... Bernard ait quelque chose ? Oui, c'est encore moi. Pour ceux qui ont suivi les précédents séminaires. Moi, je voudrais dire deux choses par rapport à la mutualisation. J'ai bien noté ce qu'a dit Patrick Chérel et Claude Ronceret. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a mis au niveau de l'UNR Paris-Île-de-France, dans laquelle on a décidé d'avoir une mutualisation à géométrie variable. C'est-à-dire que tous les établissements ne sont pas partie prenante, mais par contre, pour que ce soit une mutualisation qui est prise en compte au niveau de l'UNR, il faut au moins 3 établissements qui travaillent ensemble au nom de l'ensemble, au nom de tous. Parce que effectivement, la mutualisation, elle se fait pas tout seul, elle se fait à plusieurs, parce que ça ajoute des pensées qui sont différentes. Aujourd'hui, sur le projet UnivCloud, on n'est pas sur une problématique même si on est sur une problématique de service, on n'est pas, et d'usage, on n'est pas sur une problématique technique, on n'est pas sur une problématique de matériel, on n'est pas sur une problématique de logiciels ou de systèmes et de services à mettre en place, on est sur l'accompagnement au changement. Et c'est cette partie-là qui est la plus difficile à mettre en place parce qu'elle impacte tous les personnels de l'ensemble des établissements. On est sur un changement de paradigme où les gens voulaient leur équipement dans leur bureau. Maintenant, ça va être dans un data center centralisé. Donc, et ça, c'est un accompagnement qui va être très difficile à mener et qui est probablement la partie la plus coûteuse du projet. Merci, j'en profite pour dire que demain, jeudi, 14h30, un atelier Paris Descartes, justement sur le cloud et sur la salle Broca. Patrice Roturier, Claude Ronceret. Oui, juste une petite pointe par rapport aux collègues, parce que tout à l'heure, il nous a reproché de ne pas parler de formation et d'enseignement, parce qu'on parlait que de technique. Alors, donc, si je peux me permettre, parce que je voudrais pas qu'on termine cette table sans parler de la mutualisation justement pédagogique, parce que moi je suis enseignant, hein, donc comme un certain nombre ici, et justement, on vient d'évoquer ça. C'est évident que en tout cas, sur la création de ressources destinées à l'enseignement, effectivement, en Bretagne, la règle de départ, c'est qu'au moins 2 établissements, des équipes pédagogiques de 2 établissements travaillent ensemble. Alors, je crois que ça, c'est un élément aussi très dynamique, parce que certains ont découvert, alors non seulement qu'on pouvait travailler de manière différente, mais pour atteindre les mêmes objectifs, et puis on est même arrivé à créer des formations. Alors, je me permets, puisque effectivement, il est au fond de la salle, parce que monsieur, aujourd'hui, Saouti, enfin, qui travaille dans la société Saouti, est passé par une licence professionnelle, où effectivement, c'était carrément les 4 universités bretonnes qui avaient fourni les contenus. C'est-à-dire qu'on a fait le pari qu'on a défini quelque chose qui n'existait pas avec des compétences dans un établissement, mais avec la compétence de l'ensemble des établissements. Donc on est allé voir les spécialistes de l'image à Brest, les spécialistes du numérique à Rennes 1, les spécialistes du cinéma à Rennes 2, etc. Voilà. Et je crois que cette mutualisation-là elle est très importante et elle fait évoluer considérablement les mentalités. Je crois que dans le domaine des facteurs d'évolution de la part justement de la conduite du changement, mais du côté des enseignants, parce que là aussi il y en a besoin, eh bien ce travail coopératif ou collaboratif peut être un élément assez essentiel. Voilà. Claude Ronceret, vous souhaitez réagir? L'heure tourne, donc ensuite je prends une dernière série de questions, si quelqu'un a des questions à poser, puis ensuite on va conclure. Allez-y Claude. En fait, je voulais reprendre un point qu'on n'a pas bien abordé, il me semble, alors qu'il l'avait été dans l'atelier précédent, c'est la question de l'impact de la révolution numérique, qui a été un petit peu esquissée, mais pas frontalement.
De mon point de vue, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des deux gros enjeux que nous avons affrontés. Il y a un enjeu institutionnel, dont il est bien connu, c'est qu'on avait des universités donc issues en gros de la loi 68 avec des facultés, et ces universités sont en train de se transformer en un nouvel ensemble où il y aura donc des universités, comment on les appelle déjà, des plutôt communautés universitaires et de recherche et d'établissement. Et là, il y a donc une trajectoire institutionnelle qui a très fort impact évidemment sur la totalité de ce dont on a parlé depuis le début. Et en même temps, il y a une deuxième révolution qui est en cours et qui, elle, est beaucoup plus large, puisqu'elle concerne tous les usagers et nous-mêmes comme usagers. On l'a dit, hein, c'est la révolution numérique avec des technologies qui transforment la vie, c'est clair. Ça a été largement évoqué dans l'atelier précédent. Moi, ce qu'il me semble, c'est qu'aujourd'hui, cette révolution numérique, elle a un impact très fort sur la mutualisation, puisque auparavant, donc, on pouvait assez facilement raisonner en lots. Donc chacun a un lot. Patrick Donat a un lot, moi j'en ai un autre, et puis l'UEB, par exemple, on a un troisième. Et ces trois lots étaient relativement distincts. Du point de vue de leur financement, du point de vue de leurs outputs, etc., et aussi du point de vue des ressources qu'elles mobilisaient. Je pense qu'aujourd'hui c'est fini, c'est-à-dire qu'on est bien dans une logique en fait où les usages et les usagers se transforment tellement vite qu'il faut tout reconstruire en les mettant au centre, et que ça, on l'évoquait tout à l'heure dans une discussion avec Catherine Mongenet, ça interroge la totalité, ça interroge la façon dont on gère l'infrastructure, ça interroge les logiciels, ça interroge aussi évidemment la façon dont les différentes actions et les différents opérateurs vont pouvoir interagir. Donc, et les bénéfices ne sont obtenus que si jamais on est capable d'avoir une vraie intégration verticale, c'est-à-dire d'industrialiser, de faire fonctionner ensemble ce qu'on avait l'habitude d'appeler des couches, donc comme si elles étaient isolées les unes les autres. Cette image-là est fausse, c'est plus des couches qui sont isolées, parce que si jamais on n'est pas capable de les actionner ensemble, eh bien on n'a pas de bénéfice de la mutualisation, ou en tout cas on a des bénéfices à des coûts trop élevés, donc on n'a pas un bon rendement de la mutualisation. Donc moi, il me semble vraiment qu'il y a une conclusion à cela, c'est qu'on doit redéfinir le paysage de la mutualisation, et on doit être capable de faire travailler beaucoup plus ensemble des acteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas besoin de le faire. Et de mon point de vue, mais c'est ma compréhension personnelle, ça va depuis les couches les plus basses jusqu'aux couches les plus hautes. Ça veut dire que ça concerne tant l'infrastructure, le matériel, que ça concerne aussi les contenus. Aujourd'hui, si on n'essaie pas d'avancer sur l'ensemble de ces questions à la fois, je pense qu'on se heurte à des graves déboires. En tout cas, nous, quand on a analysé le phénomène à la mode, les MOOC, c'est en tout cas ça qu'on a conclu, c'est qu'aujourd'hui, pour mettre en œuvre un MOOC ou pour réussir un MOOC, il faut agir sur la totalité des couches à la fois, et il faut être capable de les maîtriser ensemble pour réussir à réaliser donc, ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des grosses innovations de ces derniers mois. Oui. Carlos Moreno, puis ensuite Éric Chérel. Je vais rajouter un mot, une phrase, dans la prolongation de ce que vous venez de dire par rapport à l'impératif à l'ère du numérique. Je sors d'une conférence internationale à Paris que j'ai présidée, dans laquelle j'avais des personnes de 5 continents, scientifiques, universitaires, mais également des gens des l'art, des utilisateurs. Et moi, je suis frappé aujourd'hui dans cette démarche de mutualisation par la problématique aujourd'hui de la compétition et la concurrence internationale qui nous guette tous les jours. Et donc, quand on parle de mutualisation, on parle également, en France, d'une valeur ajoutée, que le tout fasse plus que la somme de parties, mais en étant conscient qu'on est face à un environnement qui aujourd'hui est très mobile, face à une concurrence donc, forte, non seulement des pays classiques anglo-saxons, mais également des pays émergents. J'avais des gens qui venaient de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Sydney, et il faut savoir, effectivement, on le sait tous, donc l'importance des efforts qui sont mis dans ces pays également, en termes des moyens, en termes de participation publique et privée, en termes d'agrégation, et qui se présentent face à nous également comme des vrais acteurs aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et je pense que dans cette démarche de mutualisation des plateformes d'agrégation, il est important qu'on soit en quelque sorte poussé pour que la qualité et les niveaux d'excellence que nous visons aujourd'hui soit reflété au travers de cette approche de mutualisation, cette approche d'agrégation, cette approche de valeur ajoutée. Ce que je veux dire pour finaliser, c'est que la mutualisation, ça ne veut pas dire qu'on continue à faire comme avant, c'est que chacun faisait, mais dans un pot commun. La mutualisation signifie
qu'on va donc mettre en commande des choses, mais pour créer de la valeur, et qu'on va mettre en place de nouvelles choses qui vont transformer non seulement ce que nous faisons, mais la manière comme nous le faisons et la manière comme nous adressons à notre environnement. Et qui alors nous pourrons capter des parts d'écoute par rapport non seulement à nos étudiants traditionnels, mais à d'autres catégories d'étudiants, que nous pourrons être attractifs par rapport à des étudiants internationaux, que nous pourrons également fixer des gens dans un écosystème, dans un environnement qui nous sera propice pour que cette parole que nous prêchons aujourd'hui pour la formation, la recherche et l'enseignement, parce que nous faisons le 3, nous formons des élèves, nous enseignons nous-mêmes, mais également nous sommes des chercheurs. Et la spécificité française, c'est de pouvoir dans les services publics faire converger les 3 avec un très haut niveau d'excellence. Donc la mutualisation, c'est également créer de la valeur ensemble. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et c'est beaucoup plus qu'une mise en commun. Dans un environnement fortement concurrentiel, ne l'oublions pas. Éric Chérel, puis ensuite Patrick Donat, qui aura, je crois, le mot de la fin. Éric Chérel. Oui, je suis tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire. Parce que c'est vrai que il faut se reposer à chaque fois la question, à quoi sert une université? Et finalement, une université, elle sert à produire de l'enseignement et de la recherche. Et tous nos efforts, finalement, doivent tendre vers ça. Donc il y a des acteurs avec lesquels on doit mutualiser, on a parlé des enseignants-chercheurs, mais il y a les étudiants eux-mêmes avec lesquels on peut mutualiser. Et c'est vrai que moi, c'est par exemple quelque chose que j'essaye de porter très fortement, à la fois en interne à Descartes, au sein de notre presse, Sorbonne Paris-Cité, et au-delà à l'UNR, et pourquoi pas à l'AMU, c'est que l'étudiant, c'est pas juste un simple consommateur des services qu'on lui offre. Il faut qu'il soit intégré dans les projets. Et si on peut mutualiser avec l'ensemble des acteurs de l'université, et en particulier justement les acteurs finaux, ceux pour lesquels l'université est faite, c'est-à-dire les étudiants et les enseignants-chercheurs, on s'en portera bien mieux. Je pense qu'il y a des universités, ou plutôt peut-être des écoles scientifiques, des écoles d'ingénieurs, des choses comme ça, où on va beaucoup plus impliquer les étudiants dans l'évolution du système d'information lui-même. Je sais pas, je prends l'exemple de l'Epitech par exemple, où je crois qu'il y a j'ai vu une news ce matin dans Le Monde avec Xavier Niel qui lançait une nouvelle oui, c'est lancé, 42. Gratuite. C'est typiquement des cas où on fait participer les étudiants eux-mêmes à des projets d'intérêt technique ou scientifique, où ils produisent une sous-partie du système d'information et de la valorisation autour du numérique. Et ça, j'aimerais bien que ce soit des choses qu'on porte dans nos universités. On parle de mutualiser entre professionnels de l'enseignement et de l'informatique, mais on le fait aussi, on doit le faire aussi avec les étudiants. Et aujourd'hui, je pense que ça se fait dans des petits établissements très agiles, c'est pas encore remonté dans les grands établissements. L'initiative de Niel risque de faire parler d'elle encore pendant pas mal de temps. Patrick Donat, oui. Il y a beaucoup de gens de l'Epitech dans 42 établissements. Ils sont 3 de l'Epitech, l'ancien de l'Epitech. Allez-y. Oui, je vais peut-être rebondir effectivement sur ce que vous avez dit. Je crois que effectivement, on est capable aujourd'hui de créer de la valeur et on a même une responsabilité, je pense, à ce niveau-là. On fait tous partie quelque part du monde de l'enseignement ou de la recherche. On a aujourd'hui une responsabilité vis-à-vis de l'économie à créer de la valeur. On est aujourd'hui, je vois bien ce qui se passe, et si un réseau, comme Renater ou Géant qui a été considéré comme réseau d'excellence, il y a eu un prix à niveau européen aujourd'hui, c'est parce que effectivement on fait travailler les universités, les centres de recherche au niveau européen, et on prend ce qu'il y a de meilleur partout. Je pense que EduRom est un bon exemple que vous connaissez, qui est loué partout, et donc je crois qu'il faut qu'on aille ensuite vers l'industrie et proposer ça à l'industrie pour effectivement aller vers une économie plus florissante. Je suis quand même très inquiet parce que on a su faire les infrastructures, on sait encore faire les infrastructures. Les services sont devenus américains. Il n'y a pratiquement plus rien. Vous avez Google, vous avez Amazon, tout ça, ça vient de l'autre côté. Et ensuite, si je repasse au niveau des équipements, bientôt, ils seront plus que chinois. On n'a plus rien en Europe. Donc vraiment, créons de la valeur au niveau de nouveaux services en les diffusant ensuite vers l'industrie. Je crois qu'on doit montrer qu'on sait être un vecteur vers l'industrie pour également soutenir notre économie. Merci beaucoup. En fait, vous êtes passé d'un statut d'optimiste au début de la table ronde. Absolument.
Absolument. C'est cruel, mais au moins on aura fait bouger les choses. Absolument. Je vous remercie beaucoup, tout le monde, tous nos intervenants, Monsieur Donat, Eric Cherel, Claude Ronceret, Carlos Moreno et Patrice Roturier. Merci. Et puis je vous donne rendez-vous demain, si vous le souhaitez. Il y aura 2 ateliers que j'animerai, également les ateliers donc, de Paris Descartes, où il sera question du NIF Cloud et des clouds et de la salle Broca, démonstrateur. Merci beaucoup, bonne soirée.